你好，你好。你好，你好，哦，你可以说中文的。对对，可以说中文啊。580 millions de caméras en Chine. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de ce système de crédit social, comme quoi on aurait un score. Parler avec quelqu'un que vous connaissez à peine, il va vous demander combien tu payes ton loyer, combien tu as acheté ta maison, combien coûte ta voiture, combien tu gagnes par mois. Je sais qu'il y a certaines minorités qui peuvent subir un peu de racisme, notamment on va se poser sur cette petite terrasse pour discuter un peu de plusieurs thématiques que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Sécurité en Chine, j'entends pas mal de bêtises sur le système des caméras surveillance, etc. Donc d'éclaircir un petit peu tout ça. Je vais vous parler aussi du rapport à l'argent des Chinois, des infrastructures, de la qualité de vie que ça peut apporter et aussi de la dimension qu'elles ont. Et on va aussi parler de sujets qui sont un peu plus épineux, entre guillemets, du racisme, de comment est-ce que les étrangers sont vus, et de vous dire mon ressenti, mes expériences aussi, et prendre un petit naicha dans ce joli petit café qui s'appelle Tok Tok. Donc un thé au citron glacé, franchement super bon, et c'est aussi une spécialité ici à Canton. Alors tout d'abord la sécurité les gars. Maintenant qu'on est posé, je vais vous parler un peu de la sécurité en Chine. Alors en Chine c'est vraiment un pays où j'ai jamais eu un sentiment d'insécurité, que ce soit de jour, de nuit, dans des zones avec des foules touristiques. Il peut y avoir des gens qui essaient de te tromper, te gruger sur les prix ou ce genre de choses-là, mais ça va jamais bien plus loin que ça. Il y a vraiment quasi pas de vol, quasi pas d'agression. Un mec qui pète un câble, ça peut arriver, mais c'est pas comme, je suis désolé de le dire, mais c'est pas comme, alors moi je parle de Paris parce que je viens de Paris, mais à Paris il y a des zones où on n'y va plus, où on n'ose plus sortir, ou alors on sait que si on sort, il y a potentiellement une bagarre qui peut se passer si on sort la nuit par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc il y a des comportements qu'on va éviter d'avoir. En Chine, tout ça, ça passe à la poubelle, vous le retirez de votre cerveau, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, personne ne va vous faire chier. Alors d'abord pourquoi il ne faut pas oublier qu'en Chine, on a quand même, c'est le pays où il y a le plus de caméras de surveillance. Il y a 56 millions de caméras, je crois, sur tout le territoire. Bip bip, j'ai dit 56 millions de caméras, c'est pas 56 millions, c'est 580 millions de caméras en Chine, donc 1,4 pour 2 habitants. Ça représente 54% des caméras de sécurité au niveau mondial. Si on compare avec la France, on en a 1 million. Alors ce système, il est très critiqué, mais par les Occidentaux notamment, concernant des droits à la vie privée, etc. Mais il a malgré tout son efficacité, puisqu'il a drastiquement diminué les violences ici. Et il n'est pas si intrusif que ça, puisqu'en fin de compte, moi je ne le ressens pas. Je suis probablement filmé là en dehors de ce que je fais avec moi-même, mais je suis filmé par des caméras. Et en fin de compte, ces caméras ne sont pas juste des caméras de surveillance, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là en train de fliquer tous vos moves, elles sont connectées à une intelligence artificielle et elles vont plutôt servir dans le contrôle de la circulation, dans le contrôle des comportements, des attroupements. Si par exemple il va y avoir des violences d'un coup, les caméras vont alerter les services et ça va plus être des choses comme ça. Elles vont aussi aider à retrouver, parce qu'elles sont connectées à des bases de données, des gens qui ont fait des crimes, qui ont, je ne sais pas, agressé, tué, volé un véhicule ou fait ce genre de choses. Évidemment, ils doivent très probablement les utiliser pour d'autres choses dans le cadre de leur politique, mais en tout cas en tant que citoyen lambda, en tant que personne qui vit une vie normale, c'est pas quelque chose qu'on ressent du tout, et au contraire, je dirais même que ce sentiment de sécurité est hyper agréable. On n'a pas du tout peur de se faire enquiquiner par le moindre petit gars ou personne qui se prend pour je ne sais quoi et qui vient t'emmerder pour zéro raison. Il y a des endroits qui sont un peu moins safe quand vous allez dans le monde de la nuit, mais ça c'est comme partout parce que les gens sont bourrés, etc. Donc il peut y avoir des bagarres, mais ça reste relativement plus rare que ce que j'ai pu voir en Europe. Donc sur la sécurité, il n'y a rien à dire, hormis évidemment les gens qui peuvent avoir une pensée au niveau de leurs droits privés et qui ne supportent pas être filmés. Dans ce cas-là, c'est encore autre chose. Je sais que ça fait débat en ce moment en France.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est les atouts de ça, après avoir avec quel modèle politique l'allier, mais toujours est-il que c'est vraiment efficace. Sur ce système de vidéo caméra surveillance, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça n'a pas été installé partout du tout en Chine pour faire un système de crédit social. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de ce système de crédit social, comme quoi on aurait un score, que ce score était mis en place dans toute la Chine. C'est complètement faux, les gars, il n'y a pas ça. En fait, ça n'existe que dans quelques villes de Chine où certaines brides du projet global sont en test. Et en fin de compte, c'est en test simplement sur des petites zones. Ça n'a pas du tout été globalisé. Je pense que ça ne le sera pas avant très longtemps. Ce crédit social, il existe aujourd'hui pour des systèmes bancaires. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui ne le rend pas, vous allez avoir un score. Ça peut être également un système qui... 怎么啦？你好，你好。你好，你好，哦，你可以说中文的。对对，可以说中文啊。这个是俺们哎，我说国语，这个是不是 TV 来的 ？TV 啊，就不是 TV 的，这个是卤食饼的嘛。哦，这个是手机啊，等于直播一样的嘛。相当手机一样的，对。哦，手机有看见过这个我所以看得很好奇。哦，可以，没事没事。你好，你好。没干过搞卫生的。好，行啊，加油加油。sur ce système de crédit social, en fin de compte, c'est vraiment en place pour certaines choses. Ça a été aussi mis en place pour ce qu'ils appellent les listes noires. Et les listes noires, c'est encore une fois, ça vise plus des entreprises ou des individus qui sont déjà qui ont déjà commis des crimes et donc sur lesquels il va y avoir une surveillance plus accrue et qui donc ont un fameux crédit. Donc pour l'instant, c'est plus dans le système bancaire. C'est testé aussi sur les infractions routières, ce genre de choses-là. Et encore une fois, c'est dans des zones, je vous les mettrai à l'écran parce que je ne les ai plus en tête, mais j'avais regardé quelles étaient les zones exactes et les villes dans lesquelles ça avait été mis en place. Et c'est en phase de test. Il y a aussi des entreprises privées qui font des tests là-dessus. Toujours est-il qu'on reste dans un pays où on est fliqué, ça je ne dis pas le contraire. Mais le crédit social est loin d'être démocratisé. Là où je suis, il n'y en a pas. Donc voilà, il ne faut pas... Je vois des vidéos de temps en temps de youtubeurs qui disent « attention, machin, etc. » Oui, attention peut-être à ce qui pourrait être fait dans l'avenir, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Puis même si ça existait, en fin de compte, un crédit social, suivant la manière dont c'est fait, je vois pas ce qui est fait. Je vois que ça peut être choquant, mais des mecs qui vont, par exemple... Parce que par exemple en Chine on emprunte du fric, il suffit d'avoir une carte d'identité pour emprunter du fric. Donc tout le monde peut emprunter du fric ici. C'est beaucoup plus simple d'accès qu'en France. Et si vous empruntez du fric et que vous ne le remboursez pas, forcément on ne va pas vous mettre une bonne note. Mais je pense que si vous faites la même chose en France, même sans avoir ce système de crédit social, vous empruntez du fric et vous ne remboursez pas, on ne va pas vous en prêter plus. Donc d'une certaine manière ça ne change pas grand chose pour moi. Après au niveau des crimes, je trouve ça justifié. Je trouve qu'au contraire, avec par exemple tous les problèmes de terrorisme, etc. qu'on a pu avoir en France, d'avoir de la surveillance sur des individus, par exemple on parle souvent des OQTF ou ce genre de choses-là, ça pourrait nous aider en fait. Ça pourrait nous aider à mettre dehors les gens qui s'apprêtent à faire des conneries. Et alors après, bien entendu, je ne sais pas comment le gouvernement chinois utiliserait un tel outil. Ça ne me regarde pas vraiment parce que moi je suis français et là je parle de la France et comment ça devrait peut-être fonctionner en France. Ce que je dis c'est que c'est pas full black, c'est pas complètement noir et c'est pas forcément complètement blanc non plus. Voilà, donc je vous laisse sur cette réflexion, on passe au sujet suivant. Le racisme ou alors la perception qu'ils ont des étrangers ici. Il faut savoir qu'en Chine les étrangers sont globalement très bien vus. Alors je dirais globalement les étrangers qui viennent de pays riches et développés. Ça c'est mon impression personnelle, je ne dis pas que tous les Chinois pensent comme ça, mais je sais qu'il y a certaines minorités qui peuvent subir un peu de racisme, notamment les Africains. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas du tout la politique du gouvernement ou pas, mais j'ai fait une petite expérience moi il n'y a pas si longtemps en postant une vidéo sur les réseaux sociaux chinois qui a fait 135 000 vues en l'espace de quelques heures en fin de compte, avec plusieurs milliers de commentaires sur l'équivalent du TikTok chinois Douyin. Et là j'ai eu des commentaires qui m'ont quand même un petit peu halluciné.
C'était pas la majorité, hein, mais c'était plus sur la France parce que je demandais aux Chinois, et cette vidéo vous l'avez vue sur YouTube, c'était juste un cut, et je demandais ce qu'ils pensaient de la France. Donc forcément dans la vidéo, dans les interviews, tout le monde avait été super sympa et me disait des trucs, ouais la France c'est romantique, c'est top, machin, etc. Mais la réalité c'est qu'ils n'ont plus tellement cette vision-là de la France déjà, premièrement. Je pense qu'on est vu comme un pays qui est actuellement un peu en décadence, comme un pays où l'insécurité règne. Et quand ils parlent d'insécurité, c'est quasiment tous les commentaires que j'ai eus sur l'insécurité venaient d'agressions qu'ils avaient pu subir en tant que touristes, eux, en arrivant sur Paris, par exemple. De témoignages où ils se sont fait voler des grosses sommes d'argent, parce que quand ils viennent, c'est pour acheter des produits de luxe ou ce genre de choses. Ou alors témoins d'agressions dans des endroits comme des parkings ou des trucs comme ça. Et je vous avouerai que moi, ça m'a fait un peu mal d'entendre et de voir ces commentaires, parce que ça ne m'attaquait pas moi personnellement, mais je me disais, putain, le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Le pire, c'est que c'est vrai et qu'en fin de compte, je ne peux rien dire. Alors après, les remarques racistes auxquelles je faisais allusion, c'était du style « la France est devenue la capitale de l'Afrique » ou alors « est-ce qu'il y a-t-il des Blancs encore en France ?» Donc ça, personnellement, ça ne me choquait pas trop, moi, à titre personnel, parce que j'ai rien contre tout ce phénomène-là. Mais en tout cas, c'est la vision qu'on dégage pour certains. Et je sais que j'ai quelques potes qui sont noirs ici et qui peuvent de temps en temps avoir pas des agressions racistes verbales dans le sens tu es inférieur ou tu es ceci ou tu es cela, mais plutôt sur les préjugés. Alors ça peut être sur la taille du truc que les hommes ont entre les jambes, ça peut être des trucs un peu lourds, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est pas vraiment du racisme, c'est plutôt un manque de compréhension, un manque de connaissance aussi, parce qu'il faut vous dire que, encore une fois, en Chine, vous avez 80%, si ce n'est plus, j'ai pas le chiffre réel, mais je l'avais entendu plusieurs fois, je crois que c'est plus de 80% des gens qui n'ont pas de passeport, donc qui ne sortent pas de leur territoire et qui ne sont pas en connexion, en fin de compte, avec des gens qui viennent du monde entier. Et les Occidentaux sont vus un petit peu comme ceux qui ont apporté malgré tout pendant des années la technologie, et donc ils sont reçus à contrario un peu en grande pompe, mais ça a tendance un peu à s'inverser, c'est-à-dire qu'en ce moment, comme je vous disais, on a une image qui est dégradée, on a une image qui est assez divisée, hein, aussi, c'est avec l'état du monde à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, en face de moi, j'ai jamais eu de remarques déplaisantes, et puis au contraire, et je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, ils sont hyper curieux. Alors en plus, quand vous parlez chinois, ils sont hyper heureux. Pour ceux qui débarquent, je parle couramment le chinois mandarin. Donc ils sont hyper heureux de parler avec vous et d'échanger. Et au contraire, le fait qu'ils ne sortent pas, ça les rend justement encore plus curieux. Après, je voulais vous parler aussi un petit peu du rapport à l'argent qu'il y a ici. Parce qu'on parle de pays communistes, etc., etc., etc. Alors oui, c'est un pays qui a un gouvernement communiste. Il y a eu une réforme dans les années 70, Kaifang-Gaige, qui a ouvert le pays, avec un système malgré tout communiste qui est en place. Toujours est-il que ce n'est pas vraiment une hypocrisie, en fin de compte ici, ça l'est à certains niveaux, mais la grande phrase, ça avait été de développer le pays pour arriver vers une sorte de communisme parfait. Alors, je ne vais pas faire des grands discours ici, simplement vous dire moi ce que je ressens vis-à-vis de ça. Et puis surtout, c'est le comportement des Chinois vis-à-vis de l'argent et comment fonctionne la société en fin de compte ici. Il faut savoir qu'ici, la plupart des gens n'ont pas le temps de penser à des problèmes philosophiques, psychologiques ou sur comment leur vie devrait être, etc. Et en fin de compte, ils sont dans un système capitaliste, mais où l'individualisme est malgré tout réduit. C'est-à-dire que les très riches peuvent avoir le loisir d'être individualistes, mais toujours est-il que les gens sont dans le travail. Et c'est un pays qui bouge, qui est en mouvement constant. Même si là, ils ont une économie qui est ralentie par rapport à la croissance, au double chiffre qu'ils ont connu pendant des années, c'est un pays qui est systématiquement en mouvement, c'est un pays qui ne s'arrête jamais de travailler. Et puis le but d'un Chinois dans sa vie lambda, je ne parle pas encore pour tout le monde parce qu'on peut jamais, on peut que faire on peut que généraliser. En fin de compte, tous les individus en Chine forcément ne pensent pas pareil, mais si on parle d'une grande partie, pour moi, ils sont tous en fait à l'affût de se marier, construire une famille, faire le plus d'argent possible. Et le plus d'argent possible, ça passe par forcément ne pas être dégoûté par tel ou tel emploi, être picky entre guillemets, c'est-à-dire de choisir le truc.
et ils vont vraiment vers les solutions les plus simples qui leur amènent le plus de pognon, si on peut parler comme ça. Et dans leurs relations sociales, l'argent, c'est aussi un maillage extrêmement puissant. On va sans arrêt évaluer un peu la réussite sociale des autres, par exemple en leur posant des questions, en regardant comment ils sont habillés, par exemple, est-ce qu'ils ont des marques de luxe, est-ce qu'ils ont ce genre de choses-là. Il ne faut pas oublier que c'est les plus gros consommateurs du luxe. Par exemple, ils vont vous demander, et c'est des questions qui vraiment se demandent tous les jours, quand vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez à peine, il va vous demander combien tu payes ton loyer, combien tu as acheté ta maison, combien coûte ta voiture, combien tu gagnes par mois, et ils répondent sans complexe. Et même un mec qui ne gagne pas, il va répondre sans complexe, sans dire ouais, moi, mais, etc. Ce qu'on pourrait avoir tendance à faire en France, à gonfler un peu qui on est, par peur d'être jugé, etc. Alors ici, c'est vraiment le pays du pragmatisme, je trouve. Ça manque un peu de romantisme quand on est, nous, comme des Français, on a besoin, je pense, hein, je parle pour moi en tout cas, mais et ceux que je connais, on a besoin de notre dose de rêve, on a besoin d'imaginer un peu notre vie en y incluant le rêve, alors que eux, c'est vraiment du full pragmatisme. Et ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés, et inversement pour nous, ça a ses bons côtés et ça a ses mauvais côtés. Mais quand je vous dis que ça régit les rapports sociaux, c'est que même dans la famille, vous allez donner ce qu'on appelle des hongbao, des enveloppes rouges, par exemple aux anniversaires, à la naissance d'un enfant, pendant le mariage. Il va y avoir tout un code comme ça où les cadeaux, en fin de compte, sont des enveloppes d'argent. Ça va pas être un cadeau qu'on va aller acheter parce qu'on sait que la personne a besoin de ça depuis, ou il rêve de cet objet depuis des années. Ça va véritablement être je te donne de l'argent. Et il y a plein de règles comme ça à savoir, plein de conventions entre guillemets dans la société qui dictent un petit peu les comportements sociaux et qui dictent aussi la manière dont ils font face aux différentes difficultés dans la vie ou là où ils vont potentiellement se montrer, pas se montrer parce qu'ils n'ont pas l'argent de filer un hongbao, etc. Donc ça peut aussi avoir un petit son côté contraignant vis-à-vis des rapports qu'on a aux autres. Par exemple, si un ami réussit mieux que nous et qu'on n'a pas d'argent à lui filer pour son truc, la personne ne va pas forcément se montrer et lui dire je suis là, et elle va plutôt aller bosser et dire je reviendrai quand j'aurai plus d'argent. Donc ça a même son côté un peu triste parfois, mais en tout cas c'est comme ça. Je pense qu'en France on est un peu hypocrite sur l'argent, je vous donne mon avis. Je pense que les gens aiment gagner de l'argent, aiment pas trop payer des impôts, même si la plupart des gens sont d'accord avec le fait d'en payer, mais je pense que c'est un peu trop en France, voire même beaucoup trop. En tout cas, c'est beaucoup trop complexe. Et au final, même que ce soit des gens qui sont à gauche, etc., et quand on rentre dans la bourgeoisie de gauche, les gens sont blindés, peut-être même sans rendre compte. Donc ça, c'est mon avis personnel, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y aura probablement des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et ils ont le droit d'être pas d'accord. Moi, je ne suis qu'un petit YouTuber qui a fait quelques vidéos et je donne mon avis qui ne vaut pas grand-chose en soi sur le papier. Je voulais vous parler aussi un petit peu des infrastructures en Chine parce que c'est important pour les gens qui veulent venir vivre ici. On est dans un pays où vous avez des infrastructures ultra modernes, donc tout est pratique, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau déplacement, donc transport en commun, que ce soit au niveau de tous les éléments qui régissent votre vie, donc la manière dont vous allez payer, faire vos courses, etc. Vous payez avec votre téléphone portable. Vous avez, alors on le fait aussi en France, mais tout le système est relié à ça, même les banques, tout se fait depuis votre téléphone, même pour prendre le métro, vous prenez vos tickets avec ça. Les infrastructures sont démentielles. La gare de Guangzhou, là, que vous allez voir à l'écran, j'ai été à Guangzhou, j'étais de Guangzhou à Hong Kong là, récemment. Elle fait 6 ou 7 fois la taille de Paris-Montparnasse et elle dessert plein d'endroits dans le pays. Ils ont un système de TGV où je crois que c'est 40 000 m², pardon, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je vous le mettrai à l'écran. Donc ils ont un système ferroviaire démentiel. Tout est fait en fin de compte pour vous faciliter la vie, mais en même temps absorber un flux qui est titanesque, parce que vous imaginez bien qu'il y a 1,4 milliard de personnes ici, et qu'il faut absorber ce flux, et que forcément les endroits sont beaucoup plus grands. Il y a beaucoup plus de monde aussi qui bosse pour les recevoir. Et puis les systèmes, s'ils ne sont pas modernes, c'est un enfer, on ne peut pas faire tenir un truc comme ça. Ça donne aussi un certain confort, parce que tout est pratique en fait. On est vraiment dans le pratique systématiquement. C'est pas comme, je sais pas, moi en France, j'ai déjà eu à refaire mon passeport, j'ai déjà eu à refaire ma carte d'identité, ou alors à demander certains papiers X ou Y pour une démarche administrative.
Même ici, vous avez besoin de tel papier, la démarche est simple, c'est facile. Si ça peut être fait en ligne, c'est fait en ligne. Vous n'avez pas de trucs où vous allez appeler, par exemple, récemment j'ai fait une création d'entreprise, vous allez appeler un organisme, il y a 3 mois, on dépendait de lui, puis finalement c'est pas le cas, puis vous allez avoir 40 interlocuteurs au téléphone, et puis au bout de 3 jours, vous allez finalement réussir à avoir quelqu'un, et puis 2 mois après, finalement, on va vous filer le papier dont vous aviez besoin. Donc ça, c'est complètement pas le cas en Chine, et c'est réel parce que j'ai envie de dire que l'organisation de leur administration est récente en fait. Donc ils ont fait avec tout ce qu'il y avait de plus récent et puis c'est surtout à une échelle qui n'a rien à voir. Si on mettait nos services administratifs français ici, je pense qu'on se prendrait une baffe mais juste titanesque dans la tronche, si ce n'est pas plus, tellement on serait incapable de tenir un pays comme ça, quoi. Et la conclusion tout de même qui est importante, la conclusion c'est que la Chine c'est un pays qui aujourd'hui bouge beaucoup, qui malgré son économie qui a ralenti, offre encore beaucoup de possibilités, qui n'a pas abandonné sa course, qui, et je ne parle pas de géopolitique et de tous ces phénomènes de guerre, je parle vraiment en tant qu'individu, pour les citoyens, pour ceux qui essayent de vivre et de mener une vie à peu près normale. Ça reste un pays qui propose des services qui sont au top du top. Les services sont juste fantastiques, que ce soit au restaurant, dans les hôtels, et où la population de manière globale a une forme de bienveillance envers les voyageurs comme nous, qui restent malgré tout, vous avez vu le mec tout à l'heure, je vous parlais ils sont pragmatiques et directs, ils ne savaient pas ce que c'était que cette caméra, il s'est pointé, il a checké sous tous les angles, il s'est même foutu dans le cadre, et il y a ce genre de truc vraiment direct qui moi me plaît beaucoup. Après, comme vous le savez, moi j'y ai passé des années et des années. Forcément, ça m'a aussi un petit peu influencé dans mes choix, le fait de parler la langue, etc. Et puis surtout aussi, je connais, là j'ai rencontré un artiste il n'y a pas longtemps, qui est hyper institutionnalisé ici, avec qui je vais probablement faire une vidéo aussi, et qui lui me disait, ça fait 20 ans qu'il est ici, si ce n'est plus, je crois 20 ans, et qu'il ne parlait toujours pas un mot de chinois. Et que pour lui, du coup, c'était comme si tous les jours, alors pourtant il fait plein d'expos, il est connu et tout ça ici, mais comme si tous les jours, si c'était la première fois qu'il arrivait en Chine, quoi. Donc c'est une mentalité aussi intéressante. Moi je pense que de parler le chinois, ça vous apporte beaucoup de choses si vous voulez faire du business avec eux ou établir votre vie ici, parce qu'on vous ouvre toutes les portes. En fait, on vous ouvre les portes de cette culture qui pour moi est extrêmement fermée en fait de par sa langue et de par cette différence culturelle, parce que c'est vraiment complètement différent et on change de paradigme, on change de tout. Donc c'est pour ça que ça me fait aussi rire quand je vois beaucoup de gens dans les journaux ou des occidentaux qui sont là en train de juger des comportements de la Chine, etc., sur sa politique intérieure et tout ça, alors qu'en fait, ils ne connaissent pas grand-chose à la culture chinoise. Ils n'ont pas une vision du coup, parce qu'ils ont une vision occidentalisée du monde, comme moi aussi je l'ai un peu, mais malgré tout, à force de côtoyer ça, on finit par avoir plus de tolérance et aussi de comprendre un peu mieux ces systèmes de fonctionnement et le pourquoi du comment. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous remercie. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, parce que j'en ai un tas en stock. Ça y tient. Et puis on se revoit bientôt. A plus, merci.